Peine de mort contre le Koulouna, le ministre de la Justice imperturbable. La loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. La situation des orphelins et les conditions difficiles de vie dans les camps des déplacés de Mouchaga au Nord Kivu méritent une attention particulière du gouvernement. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonjour et merci de votre fidélité à ce programme de la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue du Ghana. La cérémonie s'est déroulée à la place de l'Indépendance. Dans les rues d'Accra ce mardi matin, l'effervescence était à son comble à l'idée de voir John Dramani Mahama se soumettre à la traditionnelle cérémonie de prestation de serment. Les services de sécurité étaient débordés au point que les invités de marque ont eu du mal à s'effrayer en chemin au milieu de cette foule aux couleurs du nouveau parti présidentiel, le Congrès démocratique national. Comme en 2012, au milieu d'une foule en liesse, John Dramani Mahama est entré à la place de l'Indépendance sous bonne escorte de la cavalerie présidentielle. C'est sa colistière qui a prêté serment en premier en qualité de vice-présidente de la République. Puis c'est au tour du président élu, John Dramani Mahama, de se soumettre au même exercice. Devant les juges en chef de la haute cour et en présence des responsables du Parlement et des citoyens de son pays, il a prêté serment. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful and true, so help me God. Investi de plein pouvoir, le président John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait occupé de 2012 à 2017. Depuis, il est resté dans son pays et aux côtés de son peuple qu'il est rétabli à la tête du pays. Dans son discours d'investiture, le nouveau président du Ghana a pris 4 engagements dont le redressement de l'économie et la lutte contre la corruption. Pour lui, la cérémonie d'alternance de ce jour consacre la maturité démocratique du Ghana. Premier pays africain à accéder à l'indépendance en 1957, le Ghana est un exemple africain du dynamisme démocratique. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements ont fait le déplacement d'Accra pour féliciter les nouveaux chefs de l'État du Ghana. Invité personnel du président John Dramani Mahama, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakero sont allés féliciter les nouveaux couples présidentiels du Ghana avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Les présidents Tshisekedi et Dramani veulent aussi renforcer les relations bilatérales de leurs pays respectifs. La présence irrégulière des étrangers dans les sites miniers préoccupe le gouvernement qui veut durcir le contrôle. Une commission sera mise en place dans le tout prochain jour afin d'éradiquer la contrebande et lutter contre la présence des hommes en uniforme dans ces sites. Plus un seul clandestin dans les sites miniers, étrangers soit-il, la non-observance de cette disposition entraîne des sanctions extrêmement lourdes et c'est, conformément aux préoccupations soulevées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du 18e Conseil des ministres tenu le 18 octobre 2024 relatif à la présence des étrangers non autorisés dans les zones et sites miniers. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre des Hydrocarbures et également celui des Mines, autour des vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani Lukuo, ont examiné cette épineuse question sur la présence irrégulière des sujets étrangers ainsi que des hommes en uniforme sur les sites miniers. À l'issue de cette réunion, le ministre des Mines a été chargé de mettre en place en toute urgence une structure indépendante pour étudier cette problématique et y apporter des solutions idoines afin de mettre un terme à la contrebande minière. Cette commission indépendante ne sera pas en concurrence avec la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, moins encore l'inspection générale des mines, mais plutôt un levier de plus dans la lutte contre la fraude minière.
La baisse des prix de grande consommation, une réalité sur le marché, c'est le constat fait par nos reporters après une ronde effectuée dans les différentes chambres froides. Dans plusieurs marchés et chambres froides de la ville de Kinshasa, le prix de plusieurs denrées de première nécessité a connu une baisse. Il est passé de 290 à 200 000 francs congolais. C'est le cas de poisson chinchard, communément appelé mpiodi, comme l'affirme ces gérants d'une chambre froide à Kimbanseke. 20 plus, il y a une semaine. 20 plus, c'était à 78 $. Et maintenant, on achète à 68 $. 18 plus, il y a une semaine, c'était à 68 $. Et maintenant, c'est revu à la baisse à 58 $. Ceci dit, nous, à la vente, on a réduit les prix de 30 000 francs congolais. L'évaluation s'est faite auprès de détaillants. On achetait les poissons à 80 000 francs quand le prix avait augmenté. Mais aujourd'hui, nous achetons à 58 000 francs congolais. Le souhait est que ces prix descendent à nouveau. C'est une réalité. Il y a baisse de prix du poisson. Mais nous voulons que ça baisse encore jusqu'au niveau de prix des ventes il y a plusieurs années passées. L'effort du ministère de l'économie est apprécié. Disons merci au vice-premier ministre Daniel Moukoko Samba. Tu es vraiment un enfant du pays. Ce que tu nous as promis, ça s'est réalisé. Fabrice, ses gérants souhaitent qu'il en soit ainsi pour le prix de transport. Les prix du poisson chinchard a baissé réellement. Mais nous voulons par contre que ça se répercute également dans les prix des transports. Ceci est la conséquence logique de la politique nationale contre la vie chère. L'élu de Mwenga, Trésor Lutala-Moutiki, a au cours d'un café de presse fait la restitution de ses actions menées au profit de son fief électoral du Sud Kivu. Il s'agit ici d'un exercice de redevabilité après une année d'exercice parlementaire. Des ponts jetés sur des rivières, la nationale numéro 2 remblayée, des écoles réhabilitées et construites, des actions de solidarité et un suivi des projets au profit du territoire de Mwenga en particulier et du Sud Kivu en général. Le député national Trésor Moutiki, élu de Mwenga, a été prolifique dans tout ce qu'il a entrepris. De quoi faire part aux professionnels des médias au cours de ces cafés de presse. Nous venons de passer 12 mois à l'Assemblée nationale. C'est cette population qui nous avait élus pour venir les défendre ici. Je devais faire les rapports de tout ce que nous avons eu à faire, nos initiatives et tout ce qui s'était passé à Kinshasa. Ce qui nous a marqué, ce sont les initiatives ayant trait au caractère social. Donc on peut parler des infrastructures, on peut parler la destruction de l'environnement à travers l'exploitation des sites de minerais. Je crois que ce sont des initiatives parmi les autres que moi personnellement je peux dire ça a marqué parce qu'au moins ça atteint directement les sociales de la population. Présents à cette activité, certains autres élus du peuple, à l'image de l'élu de Lukunga, John Efambe. Une année après, l'élu de Mwenga s'engage donc à s'investir davantage dans les questions de développement, ce qui lui a valu d'ailleurs ses diplômes de mérite. Comme annoncé à l'entame de ce journal, la peine de mort contre le Kuluna, le ministre de la Justice est ferme. La loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Constant Moutamba et son collègue Patrick Mouyaya de la communication et médias ont co-animé un briefing au cours duquel ils ont présenté le bilan des actions en cours contre les Kuluna. Il a été l'invité du rendez-vous des redevabilités appelé Briefing Presse, organisé par son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Thème retenu, lutte contre le banditisme urbain. Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a affirmé qu'il y a une diminution notable des cas de banditisme urbain à Kinshasa. Il y a sensiblement, il faut le dire, baisse de la criminalité urbaine, principalement dans la ville de Kinshasa. Avec le travail que fait le VPM intérieur
notre implication en tant que ministre d'État de la Justice, grâce au travail acharné de nos policiers, de nos militaires, de nos magistrats civils, de nos magistrats militaires, parce que la stratégie que nous avons mise en place était celle de pouvoir déférer tous ces criminels urbains devant les juridictions aussi bien militaires que civiles. Lors de ses face-à-face avec la presse, Constant Moutamba a expliqué que le dispositif de lutte contre le banditisme urbain repose sur une opération en deux phases. L'opération Ndobo, pilotée par le ministère de l'Intérieur, vise à arrêter les individus impliqués dans des activités criminelles et à les transférer à la justice. Et l'opération Zéro Koulouna, conduite par le ministère de la Justice. Ces derniers, le ministère de la Justice bien sûr, organisent en temps réel des procès rapides pour juger les suspects dans le respect des procédures légales. Nous nous sommes employés à lutter drastiquement contre un phénomène parce que c'est un phénomène beaucoup plus dangereux que vous ne l'imaginez. Des familles entières ont perdu des membres des familles. Le dernier drame est celui de la journaliste Jemima, qui travaillait d'ailleurs ici à la RTNC, qui au sortir du travail avait été victime de la barbarie de ces Koulouna. Et malheureusement, elle a outrepassé. Et donc, c'est un phénomène qui tient à cœur les Congolaises et Congolais, les Quinoises et les Quinois. Respecter les lois du pays, c'est appliquer les sanctions prévues par les codes pénal et militaires, a dit Maître Constant Moutamba. La peine de mort figure dans la législation nationale et qu'un moratoire sur son exécution instauré en 2000 avait été levé en 2024 pour faire respecter l'autorité de l'État. Tous les suspects jugés, certains Koulouna ont été condamnés à la peine capitale pour des crimes graves. D'autres, par contre, ont écopé des peines allant de 2 à 20 ans de réclusion selon leur niveau d'implication. L'exercice de redevabilité, il faut le noter, fait école. Cadre idéal d'échange et d'information, très bénéfique et riche d'enseignements. Briefing Presse permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Lors de son récent séjour à Chikiapa, le ministre de la Communication et Médias a visité la station provinciale de la RTNC. La station provinciale de la RTNC Kasaï a été visitée par les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. Les porte-paroles du gouvernement découvrent une station qui manque de tout, sans studio TV ni radio, quelques bureaux en construction. Au sortir de sa visite, il a qualifié le directeur provincial Tatimoulou Makamba d'un héros qui arrive à travailler dans ces conditions difficiles. Un mémo lui a été lu par Franklin Claire Kalombo, chef de service à la RTNC Kasaï. Excellence, Monsieur le ministre, nous saisissons de cette occasion de votre visite pour solliciter l'engagement des collaborateurs si haut évoqué, une dotation en matériel de production, des fournitures de bureaux, moyens de transport, locaux viables afin de faire face à la concurrence avec les autres médias utilisant déjà la nouvelle technologie, le NTIC. Le porte-parole du gouvernement a promis de faire un lobbying auprès de Madame la DG, Sylvie Elengue, pour que la RTNC Kasaï change de narratif et devienne le vecteur de la vraie information dans les Congo profonds. Nous profitons de cette itinérance du président de la République pour que nous aussi à notre tour nous puissions regarder ce qui se passe autour, en tout cas pour ce qui concerne les entreprises sous notre tutelle. Nous allons nous assurer, comptez sur nous, le message a été entendu. Nous allons nous assurer que nous changeons le narratif de la RTNC à Chikiapa. Le passage du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, laisse une lueur d'espoir aux agents et cadres de la RTNC Kasaï qui comptent sur son implication personnelle pour voir leur cadre de travail changer. Au Nord Kivu, la situation humanitaire des déplacés de Mouchaga est déplorable. Cela mérite une attention particulière du gouvernement. Mouchaga, camp de déplacés à pratiquement 6 km de la ville de Goma,
Ici, près de 40 000 déplacés ont trouvé refuge dans ces camps fuyant les atrocités de M23. Ils vivent dans des abris de fortune construits par eux-mêmes. Vous voyez comment les déplacés souffrent. Nous souffrons parce que les maisons aussi que nous faisons dodo, ce n'est pas une maison dont on peut te mettre et exister. Dans ces camps de déplacés de Mouchaga, la vie s'écoule lentement, rythmée par des défis quotidiens. Et les jours passent, marqués par l'absence de nourriture suffisante. Les rations distribuées sont souvent insuffisantes pour nourrir les familles. Dans ces camps, chaque grain de riz est un trésor, chaque morceau de pain un luxe. Nous avons rencontré le pasteur Oshindi Mayemo Moïse de la 37e KDC Le Chagala. Il nous raconte les difficultés dans ces camps et lance un cri de détresse au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à la guerre. Malgré les conditions difficiles, Moïse garde espoir. Le président de la République, vraiment, nous vous demandons que vous puissiez nous aider. Comment vous allez terminer la guerre? Parce que nous sommes comme des prisonniers dans notre pays. Nous manquons comment faire. Nous les supplions de voir comment il peut terminer la guerre, de voir comment il peut avoir pitié de leur population qui souffre. Chimène Biamungu, âgée de 65 ans, affirme que lorsque le M23 ont attaqué leur village, elle n'avait qu'un seul choix, malgré son âge, que de se sauver, laissant tout derrière. À Mouchaga, malgré ces difficultés, l'esprit des communautés est fort. La 37e KDC organise des journées de sensibilisation pour permettre à ces déplacés d'échapper, ne serait-ce qu'un instant, à la dure réalité qui les entoure. La journée mondiale des enfants orphelins de la guerre a été célébrée le lundi 6 janvier dernier, une occasion pour la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire de redonner espoir aux enfants orphelins des camps des déplacés du Nord Kivu. Ils partagent un passé commun, celui des atrocités vécues et des parents qui n'ont pas survécu à la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda. Ces orphelins venus des différents camps des déplacés ont, après recensement, reçu de la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, vivres, vêtements et autres. Dans son adresse à l'occasion du 6 janvier, Journée internationale des orphelins, la ministre interpelle la communauté internationale pour qu'elle appuie les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour le retour définitif de la paix. Ces enfants dont les conditions sociales et humanitaires dépendent de notre solidarité. Cette journée reste longtemps méconnue dans le pays, plus particulièrement dans les Nord Kivu. Sud Kivu devra désormais être célébré à l'effet de sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale sur la situation des enfants meurtris de la guerre. Bien avant, la ministre Nathalie Aziza Mounana a partagé un repas avec les orphelins de guerre du camp des déplacés de Focus Congo. Pour assurer les activités ludiques des enfants orphelins, différentes sortes de jeux ont été distribués à la grande satisfaction des bénéficiaires. Au Congo central, la population de Bena-Congo et des environs ont accueilli chaleureusement le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État venu inaugurer le pont de Kimpese. La population s'est mobilisée à l'entrée de l'Ime Kimpese pour accueillir le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, l'élu de Songololo, porte-parole de Bena-Congo, André Wameso Kwaloloki. La journée du 4 janvier commémorative des martyrs de l'indépendance, une journée historique pour le peuple Bena-Congo marquée par l'inauguration du pont Pété à 30 km de Kimpese dans le secteur de Wombo. André Wanesso s'est impliqué personnellement pour la construction en matériaux durables de ce pont en vue de faciliter la circulation de la population et l'évacuation des produits de première nécessité, le secteur de Wombo étant un véritable grenier agricole. Un ouf de soulagement donc pour la population de cette partie du territoire de Songololo. Vers la fondation Wameso André qui a accepté et qui a choisi d'accompagner le président de la République, le gouvernement dans les actions de développement. S'en est suivi un meeting à la place de la cité où la foule l'attendait patiemment. Dans son allocution, André Wameso a insisté sur l'unité et le respect entre le peuple Bena-Congo, caractérisé par le thème Makuku Motato, qui prône l'unité dans les 3 districts, à savoir Lukaya, Katarat et Bas-Fleuve.
À cette occasion, il a sollicité l'implication de la population en ce qui concerne la révision de la Constitution initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise entre autres l'efficacité de l'indépendance économique pour le développement de la RDC. On ne peut pas nous diviser, nous devons demeurer dans l'unité pour conserver notre pouvoir. Je me battrai pour l'unité du Congo central. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et finances a terminé sa communication en faisant savoir à la population que le chef de l'État ne ménage aucun effort pour booster le développement du pays à partir de la base. Parlons santé à présent pour vous signaler que le caucus des députés engagés dans la lutte contre la tuberculose en collaboration avec le programme national de lutte contre la tuberculose prépare un plan d'action 2025 pour intensifier les efforts qui visent à éradiquer la tuberculose d'ici 2030. Mettre fin à la tuberculose d'ici à 2030, c'est l'objectif fixé par l'OMS. Et tous les pays concernés, y compris le RDC, y travaillent activement avec le concours de tous pour l'accomplissement. Pour ce faire, caucus des députés engagés dans la lutte contre la tuberculose, en collaboration avec le programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT, pense qu'il faut un plan d'action 2025. La détermination est donc affichée pour 2025. Il faut faire mieux que toutes les années antérieures. Voilà toute la raison de l'atelier organisé à Béatrice Hôtel pour l'élaboration justement de ces documents de référence des activités à entreprendre. À l'ouverture des travaux, le président du caucus Stop TB, l'honorable Léon Mondolé, a demandé aux participants, députés et membres de la société civile d'intensifier les efforts pour éradiquer en RDC cette pandémie mondiale de la tuberculose dans l'échéance de 2030. L'honorable Charles Mouhadila, membre du caucus Stop TB, et Maxime Lunga, coordonnateur de Stop TB RDC, ont tour à tour fait la restitution du sommet africain tenu du 10 au 12 décembre 2024 à Abuja, au Nigeria, sur le financement de la lutte contre la tuberculose. Plusieurs stratégies de financement ont été prises, ont-ils souligné. Après ces exposés, l'essentiel du temps était consacré à l'élaboration de ce plan d'action 2025. Précision du président du caucus, Léon Mondolé. Pour ce qui est de notre plan d'action 2025, nous allons organiser des sensibilisations au niveau des provinces, au niveau territorial. Les uns et les autres prennent conscience. Notez, une autre réunion du genre est prévue dans le tout prochain jour. Les voix s'élèvent pour dire oui à la révision constitutionnelle. Eh bien, plus de détails dans ce reportage. Loin de la fonction émotive, faisant usage de la raison et son sens élevé du patriotisme, Fumutoto Basanga argumente dans les débats sur la Constitution, s'appuyant sur des éléments constitutifs d'une république basée sur le pouvoir du peuple, la naissance et le décès d'une république. Ces communicateurs de l'Union sacrée, autour d'un thème bien choisi, la résurrection de la République au Congo, une obligation d'État pour Félix Antoine Tshisekedi, propose une nouvelle constitution. Est-ce que cette question pour l'aborder au Congo est un péché? Le président de la République a dit qu'il va prendre ce pouvoir qui est le sien, d'initier, d'instituer une commission constitutionnelle avec toutes les conséquences possibles après les travaux des experts des différents domaines d'études ou d'expertise en sciences politiques, en droit, en sociologie, anthropologie. Nous voulons montrer avec l'histoire et les sciences po la responsabilité du chef de l'État de changer la Constitution parce que les autres ont eu la chance de le faire, ne l'ont pas fait. Et s'il ne la changeait pas, il n'aura pas péché contre son mandat, mais il n'aura pas péché contre l'avenir du peuple congolais. La logique républicaine qui veut que l'on consulte le souverain primaire reste la voie royale pour départager des points de vue diamétralement opposés. Le deuxième son de cloche sur la révision constitutionnelle vient de la province de Haut-Katanga.
La majorité de la population du Haut-Katanga en général et celle de Lubumbashi en particulier continue de rester dans le même élan de soutien tous azimuts à l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à la révision de la Constitution pour lui permettre de bien matérialiser sa vision de développement harmonieux du pays et de la restauration de la paix durable dans sa partie orientale. Cette détermination des habitants de la province, à travers ceux de la capitale du cuivre, a été boostée le vendredi dernier via une foule immense qui a pris d'assaut la salle du bâtiment du 30 juin. C'était à l'occasion du démarrage de la campagne de sensibilisation, de soutien à la révision ou au changement constitutionnel lancée par Congo Espoir, interfédération du Grand Katanga, dont l'autorité morale, c'est l'honorable sénateur José Mpanda, représenté par le secrétaire général Bob Ditend. Sous la modération du chargé de communication, Joseph Molunda, et après les mots de bienvenue du vice-président interfédéral, M. Yannick, le secrétaire général de Congo Espoir s'est déclaré émerveillé par l'engouement de l'assistance venue nombreuse pour dire d'accord à un avenir mirobolant de notre pays, la République démocratique du Congo. Je demande au chef de l'État, en ces lieux, devant le peuple katangais, le peuple d'accord avec la Constitution. Tout devant le Parlement. Président Tshisekedi, le peuple du Katanga demande de respecter notre promesse, de mettre en place la commission interdisciplinaire qui va réviser la Constitution. Et enfin, deux structures humanitaires, à savoir Santé et Développement et Together, fonctionnent en RDC depuis 10 ans. Elle a organisé une journée d'échange et d'évaluation pour dresser le bilan de 10 ans de leurs activités. Une journée d'échange et d'évaluation des activités humanitaires a été organisée le lundi 30 décembre 2024 à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Cette initiative de deux structures, à savoir la santé et le développement, SAD et Together, marquant la fin de 2024, avait pour objectif de dresser le bilan de 10 ans de santé et développement, mais aussi la présentation des perspectives. Selon le docteur Joseph Kakisingi, directeur pays de la SAD, cette organisation a été fondée en réponse à la guerre pour venir en aide aux déplacés internes en particulier, mais aussi aux femmes et enfants. Et quand vous regardez le background privé, vous verrez que nous avons pu atteindre certains barrières sur base des résultats que nous avons fait, sur base de notre résultat de leadership. Donc tout cela est le fruit de la crédibilité qui est née grâce aux produits et grâce à la réponse que nous avons apportée. C'était une occasion pour le docteur Pontif Isanda, chef du programme de la SAD, de décrire les approches adoptées pour révolutionner l'aide humanitaire, notamment l'approche localisation de l'aide qui a produit les résultats selon lesquels les communautés étant des premières à être touchées sont également les premières à intervenir. Un accent a été mis sur l'importance des actions humanitaires anticipatives qui préviennent les catastrophes en se basant sur les connaissances locales. Pour l'année 2025, la SAD envisage intensifier ses activités dans les zones où elle est déjà présente et de s'étendre au Nord Kivu, au Maniema et au Tanganyika, le tout dans le but principal d'autonomiser ces communautés de victimes et déplacées, mais surtout les aider à résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Pesho Mubenga ya Kasongo et Mamita Bangoulou ont réalisé ce journal. Tarzino Kabamba, Alain Galia, Gédéon Kola, d'Éric Silimou ont assuré la partie technique. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée dans une présentation signée Yvette Makuntima.